Bienvenue sur ce nouvel épisode de RS, j'espère que le week-end a été bon et oui, me voilà de retour frais et pas du tout en forme, mais je suis là avec vous parce que du coup comme j'étais en mode thermoformé dans mon canapé, j'ai eu le temps de voir toute la Formule 1. Oui Jean-Louis, oui, j'ai tout vu. On apprend tout, t'as tout vu ? Oh là, il y aura interrogation surprise. On verra. Bon, bah, peut-être que ça se passera bien pour moi ou pas. En attendant, Anthony, toi, tu es là. Ça va ? Je suis là, de retour, pareil. J'étais en Espagne, ça y est, j'ai pris des couleurs, je suis revenu, j'ai tout suivi, j'étais thermoformé. Enfin, des couleurs, des petites couleurs, des coulerettes, quoi. Non, rien. Non, rien, non. zéro. Là, mais ça, c'est les caméras. C'est comme si tu étais à Porte de Versailles. T'es à peu près aussi bronzé qu'à Porte de Versailles. En tout cas, j'étais thermoformé dans mon siège de commentateur ce week-end parce que. Ah oui, avec Théo Pourchère. Ah bah ouais. Incroyable. C'était bien. Ah ouais, ça devait être très sympa. Ouais, bon, il est super. Du coup, il vient la semaine prochaine ? Bien évidemment. Ah, c'est bien. Je vois que tu bosses bien pour RS. Mais surtout qu'on n'a pas d'émission la semaine prochaine, donc si tu veux. Oui, mais ça pourrait changer à cause de toi. Attends, mais il vient, il arrive. Ah ouais, mais quel mytho celui-là. C'est n'importe quoi. Jean-Louis, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien, très bien. Ça va ? Je vous écoute tous, je suis content de vous voir. Il était bien, Alexandre. T'as vu ça un peu ? Sympa. Magnifique. Très sympa, très franchement, bien, très bien. La classe. Remplacé avantageusement. Ah non, mais je lui ai dit, tu fais ça mieux que moi avec une émission. Il rigole, il dit pas non. Mais c'est vrai. Bon, de l'autre côté, ça nous fait très plaisir de la recevoir. Elle est déjà venue à 2 reprises. Et on va savoir un petit peu comment ça se passe sa saison en World WCR. C'est Émilie Bondy. Bienvenue sur RS. Merci. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je viens et c'est un grand plaisir toujours à chaque fois. Donc, nouveau studio. Oui. Nouveau studio, nouvelle direction artistique, j'irais même presque. Oui, c'est les 100 ans de la scène, Rémi, effectivement. Oui, et j'ai le stylo orange pour les 100 ans de la scène. Nous y étions ce week-end, on en revient tout juste. On est rentré hier soir, du coup, de la première manche de l'année du championnat du monde féminin. Donc, c'est beau. On va en parler. C'est vrai. Et ça fait quoi de tenir Valentino Rossi dans ses mains, Rémi Tissier ? Il n'y a pas que lui, il y a Jacob Agostinho, mais les premières années, c'est dément, quoi. Quand tu regardes un petit peu le paddock, comment c'était. Oui, mais je sais que tu t'es. Je me souviens bien progressé. Alors, je n'étais pas née. Bah non. J'espère pour toi. De peu. Alors oui, 1920. Alors là, ça risque pas. Ah, c'est clair. Tu étais né, Rémi ? Non, j'étais pas né non plus. L'année d'après, pourtant. Ça s'est joué à rien. Eh oui. Bon, ça va, Rémi ? Ouais, il y avait quand même quelques supporters qui avaient des maillots de Verstappen. Ah bah oui, forcément. Mais ils se sont trompés d'endroit, c'était pas le bon circuit. C'était le Grand Prix avait lieu plus tard, donc ça collait. Il y a eu plus de spectateurs. Il y a eu plus de spectateurs sur l'ensemble du week-end du Superbike dans la cathédrale d'Assen que sur les 3 jours du Qatar. Je ne vais même pas vous dire les chiffres parce que c'était misérable. C'est juste que tu les connais pas. Si, je peux vous les donner exactement si vous voulez. C'est vrai. Ça doit être 42 000 sur l'ensemble du week-end, dont à peine 20 000 le dimanche au Qatar, pour la MotoGP, alors qu'il y avait pratiquement 58 800 quelque chose au Superbike. à Assen. C'est beau. Oui. Ouais. C'est clair. Toi, t'as dû kiffer. Est-ce que tu kiffes toute cette expérience que tu prends, tous ces blasts de championnats mondiaux que tu fais là, ça doit être incroyable. Évidemment, c'est une expérience de fou. Je t'avoue que quand on passe dans la ligne droite et qu'on voit que les gradins sont remplis et qu'ils sont immenses et que tu te rends compte que tu es un championnat du monde et qu'au prochain virage, il ne faut pas te louper et que évidemment, c'est une expérience que tu kiffes. Le paddock Superbike en lui-même, avec donc que ce soit les pilotes, les mécanos ou même les supporters, je trouve très agréable. Tout est hyper open, donc c'est super. Franchement, c'est une expérience de fou. Il y a tout aux Pays-Bas, on peut tout faire. C'est ça. Surtout du spectacle à 2 roues, évidemment. Exactement. Bon, tu le disais, on va parler évidemment de Superbike, de ce qui t'est arrivé à toi aussi pour ta course. Rémi y était. Toi, tu vas nous parler d'endurance, mon cher Anthony. Mais évidemment, que serait RS sans la Formule 1 avec Maestro Jean-Louis Moncès, c'est tout de suite. Vous savez quoi ? Je quitte ce plateau. Ouais. Non, mais ils font une sieste. Ils ont le temps. En fait, on le fait en 56 cas. C'est pour ça. Jean-Louis, on parle de Formule 1, on parle de Bahreïn. Évidemment, une course que j'ai regardée, qu'on a tous vue, j'espère en tout cas. Une course animée, c'est vrai, mais podium classique. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce Grand Prix ? Ton expertise ? Bien peu de choses. Effectivement, course animée. Il faut se rappeler que les essais préliminaires ont eu lieu là, à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir, et que la plupart du temps, c'est des essais de jour. Or, il y a une vraie différence, il y a une perte de 6 à 7 degrés ambiants entre les essais et la course. Ce serait pour ça, rien à voir peut-être, que Verstappen dit qu'il n'avait pas de grippe à cause des hards, ou rien à voir ? Non, ça a un peu à voir quand même, étant donné que c'est un circuit extrêmement abrasif. D'ailleurs, si vous avez tous un peu regardé, mais je crois que les motards n'y étaient pas,
tout le monde disait... On a regardé le Grand Prix moto dans la voiture. Tout le monde disait attention à la dégradation. Et c'est vrai. Donc pour une fois, on a eu d'ailleurs 2 arrêts. On a eu les 3 gammes de pneus utilisées. Et ça, c'était extrêmement important. Ça situe un peu le Grand Prix. Mais je suis d'accord avec vous, mon cher Donald. Le Grand Prix au crépuscule ou pas, peu importe. Le Grand Prix était très animé, mais le résultat est le même. Les McLaren sont devant. Vraiment devant. Anthony, tu fais la mousse. T'as pas trop plu ce spectacle, toi? Si, mais le safety car a tout mis par terre. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne stratégie, il y avait de l'idée. C'était au moment où certains s'étaient arrêtés. Antonelli, par exemple, a perdu 8 places, donc il a dû remonter. Mais il s'est retrouvé 16e alors qu'il était dans les points. Je suis assez déçu pour lui. Voilà, il avait fait une bonne course et il pouvait être pour la 3e fois consécutive dans les points, ou 4e, je sais plus. Donc voilà. C'était la bonne affaire, en tout cas ceux qui sont rentrés au pit au moment où c'est arrivé, qui retardait. Là, c'était le bon choix. Exactement. Ce qui n'était pas forcément le cas pour Alpine. On sait très bien que la voiture de sécurité, elle intervient comme ça, c'est un coup de dé, et qu'il faut se préparer quand même à l'envisager à chaque fois qu'une course démarre. Ça peut être du premier tour, mais ça peut être, comme c'était à Bahreïn, assez tardivement. Et en l'occurrence, là, elle a joué des tours aussi, donc Antonelli, mais d'autres. Et bien sûr, même peut-être Ferrari, même s'ils ont été très rapides, bien qu'ils aient eu une stratégie décalée par rapport à tous les autres. On va en parler de Ferrari, bien évidemment. En tout cas, celui qui confirme, c'est Piastri, évidemment. Ils l'ont dit, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, ils voulaient que des numéros 1 chez McLaren, mais est-ce qu'il s'impose petit à petit? Il pourrait s'imposer comme le numéro 1, Piastri, chez McLaren? Je le vois arriver assez grand comme ça, hein. Surtout que Norris, en ce moment, est-ce que c'est parce que Piastri domine vraiment? Il commence à nous faire un petit peu, non pas la comédie ou la comédie de l'art, mais à dire je suis pas dans mon assiette, ça va pas bien, j'arrive pas à bien exploiter la voiture, etc., etc. Peut-être qu'effectivement la voiture ne lui plaît pas trop. On sait qu'elle doit être un peu tankée à l'arrière, hein, comme style Hamilton, style Raikkonen, et que finalement elle n'est pas tant que ça, et ce qui probablement avantage un peu Piastri, mais Piastri. Vous avez vu l'éclat de rire formidable de Piastri à l'arrivée. Je parlais à un ami juste avant l'émission, il me dit on dirait Raikkonen. Ben oui, ça va être Iceman 2. C'est-à-dire qu'il était bon, Zach Brown, le patron, l'a pris dans ses bras, mais enfin bon, pas plus que ça, ils n'ont pas sauté en l'air, rien du tout. C'est vrai, un petit peu. Je trouve assez ahurissant ce garçon. Et du coup, tu crois pas au petit coup de déprime de Norris, ou finalement ça pourrait être plausible quand même? Ça peut être plausible, mais enfin il fait une erreur sur la grille de départ que même un débutant ne ferait pas. Un gars qui a joué le championnat du monde l'an dernier, qui a fait des trucs formidables, il se trompe sur son emplacement. Il prend un pas. Et il a marché, puisqu'il a pris 5 secondes. C'est beaucoup quand on est en tête des classements comme ça. Et il s'est mis à moitié. Il a dépassé de moitié son emplacement. C'est vrai. Il dormait ou non. Messieurs, ça fait 2 ans que je regarde les Grands Prix de Formule 1 pour faire plaisir à Jean-Louis. Oui. Et que je vous dis, vous pouvez retrouver, vous regardez, je vous dis que Piastri, c'est un champion, il a un mental d'acier et que Norris ne l'est pas. Donc là, il est en train de se rendre compte de ce qui va lui arriver. On s'est tous moqué de Pérez l'année dernière qui a fait ça au Mexique. Là, c'est Norris qui le fait. Il charriait tout le monde en disant « Ah, ils ont des bonnes voitures, ils peuvent gagner ». Non, c'est vrai. Non, c'est d'ailleurs... On va voir le prochain Grand Prix. Il y en a un dans une semaine. On va en parler rapidement à la fin de l'intervention F1. Mais ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se ressaisissent pour de bon. Et puis, quand vous êtes dans cet état-là et 3 Grands Prix en 3 semaines, 3 week-ends d'affilée, peut-être que ça ne va pas ranger les choses non plus. Peut-être qu'il croyait que ça serait plus simple, ou qu'il allait, non pas faire une bouchée, mais se débarrasser ou se débrouiller de Piastri. Il ne peut pas. Et bon, on sait très bien que vous n'étiez pas là, mon cher Donald, mais dans la précédente émission, l'histoire de la pole position de Suzuka, c'est de sa faute. Ouais. Pour 12 millièmes, il déclenche lui son DRS 15 millièmes de seconde trop tard. 12 millièmes, elles étaient là. Et après, à Suzuka, quand on part en tête, comme l'a fait notre ami Verstappen, eh bien, on est le roi du pétrole. Mais est-ce que Norris, il devrait pas être plus agressif? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène en ce moment, en Formule 1, de pression et les pilotes qui arrivent moins bien à gérer? On l'a vu avec Lawson, Tsunoda, enfin, à la limite, les rookies, je ne mets pas Norris dans la même catégorie, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de pression où ils se sentent sur le fil à tous les GP et que finalement, ça leur joue des tours et qu'un Piastri qui est bien à ses baskets, lui, il y va en toute détente, entre guillemets? Pour être champion du monde, vous le savez, il ne faut penser qu'à ça du matin au soir. Et la nuit aussi, si possible. Et donc Piastri, il est comme ça, il a suffisamment de
de place dans son cerveau, si je puis dire, pour ne penser qu'à ça. Est-ce que Norris ne pense qu'à ça? Je ne sais pas. Norris, il vient d'un milieu très favorisé, je dirais seigneurial même, et peut-être que c'est plus compliqué pour lui à se mobiliser pour faire une course avec les voyous des rues, mais qui sont les voyous des rues qui étaient Schumacher, Hamilton ou des gens comme ça. Hein. Je parle ça, ou Prost, ou Senna. Enfin non, Senna, on était d'un niveau plus élevé. Mais voilà, peut-être que non. C'est ça la difficulté. On saura ça. Est-ce que tu regardes des GP de temps en temps? Est-ce que dans les tout nouveaux qui viennent d'arriver, tu as un qui te plaît plus que les autres, dans les rookies notamment? Bah évidemment, je regarde pas énormément quand même la Formule 1. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Par contre, j'aime bien tout ce qu'ils font et tout autour de ça. Donc j'ai suivi un peu l'arrivée d'Isaac, qui est donc le Français, et j'aime pas mal l'ambiance, le mood qu'il apporte. Un truc assez simple. Il se prend pas la tête. Hein. Non, voilà, simple. Je suis bon, mais je le sais pas forcément, et donc je le mets pas forcément en avant. C'est un mec qui a l'air super drôle, super sympa, et donc j'aime bien un peu cet esprit-là. Puis en plus, il est français. Donc, et il fait des bonnes perfs. Je suis un peu chauvine, peut-être, mais non, j'aime beaucoup son arrivée. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Voilà, ça rajoute un peu de la nouveauté, quoi. Et en plus, un mec qui passe devant un showroom Lamborghini dit ça, c'est une merguez à 400 000. Moi, je peux que le kiffer, le gars. Non, je pense que notre ami a raison. Lui, il y va par étapes. On voit bien que la petite photo avec Hamilton quand il était gosse. Et donc là, il est devant lui. Et donc, il réfléchit à ça. Je vais le doubler ou pas? Je dois faire attention en le doublant, en tout cas. Oui. Voilà, par exemple. Non, moi, je l'aime beaucoup pour ça. Et puis, il est net. Il est tout d'une pièce, hein, c'est un bout de bois, on le voit. Ah, mais j'ai hâte qu'il performe. Et donc, c'est là où il est sympa. Très bien. Parlons d'un mec sympa aussi, c'est Russell qui a sorti une grosse perf. Concrètement, lui, vrai leader de Mercedes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il a raison. Sympa, il est tout sauf sympa. Heureusement que Verstappen l'avait mouché la dernière. Bien Russell. Ah bah toi, tu l'aimes bien. J'aime bien, moi. Je vais le défendre. Non. Pourquoi tu l'aimes pas? Donald. Il est, je ne sais pas si on peut le dire là, mais il te dit un truc devant et derrière il fait autre chose. Ah oui, mais typiquement on a des professionnels de la piste. Moi, je suis sur ma télé, moi. C'est ce que j'allais dire. On a affaire à deux voyous français. Ah, mais voilà. Russell. On est comme Verstappen, alors la dernière, il a bien bouché. C'est le Britannique par essence, même. Donc, assez distingué d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pas mal, il se débrouille. En plus, quand il s'exprime. Quand il sort à la radio, il sort des trucs. Vous ne croyez pas que c'est un peu audacieux de mettre les pneus tendres? Vous demandez à. Je sais pas, je reviens à Prost, mais Schumacher, un truc comme ça, il aurait dit des choses bien plus j'imagine que ça. Mais malgré tout, il m'a beaucoup plu sur ce Grand Prix parce qu'il a eu une série de tuiles. Ah, mais oui. Les tuiles électroniques. Donc, la plus simple et la plus amusante, c'est j'appuie sur le bouton de la radio, c'est le DRS qui s'ouvre. On sait très bien que le DRS, si on arrive au freinage et qu'il appuie sur le bouton de la radio pour parler à son équipe, le DRS s'ouvre, c'est emmerdant comme tout. J'ai refait une sellerie une fois sur une caisse que j'avais, et quand j'ai récupéré la voiture, je vous jure, c'est vrai, quand j'ai appuyé sur la clim, j'avais l'aileron qui sortait là. Je crois qu'ils m'ont vraiment remonté comme une gaise, la caisse. Ah ouais, oui, c'est ça. Pareil, en fait, c'était l'équipe Russell. C'était une gaise à 2 millions. Il y avait un bug électronique et une difficulté à respecter la zone de DRS, elles sont marquées par des lignes blanches. Mais au bout de 10 tours ou de 20 tours, la ligne blanche, on la voit moins bien, surtout en F1. Est-ce que c'était ça, c'est les bugs qu'il a eu? Il disait qu'il avait des problèmes en volant, il disait t'inquiète pas, même s'il n'y a plus rien sur le dash, tu continues quand oui, tu continues, parce qu'il a eu ça. Puis après, il n'y avait plus de dash. Et puis après, on lui a dit on va te dire au moment où tu peux appuyer sur le DRS pour que ça fonctionne. C'est chaud. Et au moment où tu dois le refermer. Ben, bien sûr que c'est chaud. C'est pour ça que j'ai trouvé sa performance. Je suis d'accord sur la performance. Admirable, là, pour ce Grand Prix. Il s'est bien débrouillé, il a attaqué comme il fallait, et c'était pas mal. C'était vraiment pas mal du tout. En tout cas, voilà. C'était bien. Mais c'est pas du tout le même problème qui est arrivé, on va tout de suite le voir, avec Fernando Alonso, qui lui a eu un problème de colonne de direction qui s'est décalé, et là, ça a tout décalé. Le volant, les vitesses, là aussi le dashboard, et puis d'un coup, il se retrouve avec le volant dans les mains. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite image, le volant dans les mains. Si notre ami réalisateur veut bien nous l'envoyer, je vais vous montrer que ça arrivait en 1925, Tazio Nuvolari. Voilà, lui, il arrive à son stand et il dit il me faut un autre volant. Voilà. L'un des plus grands champions de tous les temps, Nuvolari. Voilà. Il a beaucoup bien roulé. C'est à Monza. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Oui, voilà, c'est un peu ce qui est arrivé à Alonso, qui a dit finalement je vais rentrer au stand. Et il s'est passé quoi en fait, effectivement, là, sur le volant d'Alonso? C'était aux essais, la colonne de direction a commencé à percuter un peu en bas, trop bas, pour une raison X ou Y que l'équipe n'a pas dévoilée.
et le volant lui est resté dans les mains. Mais c'est déjà dramatique, ça. C'est arrivé à Buemi. C'est arrivé à Buemi, mais à l'inverse, lui. C'est-à-dire que lui, en fait, la colonne de direction est bien restée. C'est les deux roues qui se sont enlevées. Donc il est arrivé au fond de la ligne droite. Il a tourné, mais il n'y avait plus rien du coup. C'était en Chine. C'était en Chine, exactement. Voilà, là, c'était compliqué, là. Bon, Donald, tu vois finalement ce qui t'est arrivé, parce que tu étais en larmes et tu étais furieux pour ton équipe. À l'arrivée de ta course, c'était pas grand-chose à côté. Non, ça va. Non, mais si t'avais... Je souhaite qu'en moto, on ne perde pas le guidon. Parce que c'est emmerdant aussi, ouais. Voilà, exactement. C'est ça. En tout cas, on a échappé peut-être à quelque chose de grave pour Alonso. On espère que ça se rattrapera pas. Pour Russell aussi. Oui, mais là, c'est bon. Ça fait 2 le même week-end, mais là, pour Alonso, c'était un peu plus vénère. Ça peut revenir, ce genre de truc-là ? Nous serions en Russie, j'aurais dit, au Grand Prix de Russie, j'aurais dit, il y a quelqu'un qui trafique en haut quelque chose, mais là, non, je pense pas. Donc, non, c'est les bugs électroniques. Ça arrive encore maintenant. Ouais. Ce qui prouve bien ce que je dis toujours, ce que les ingénieurs disent toujours, attention, l'électronique, c'est encore un peu le diable. Oh oui. Et on aime ça, l'électronique. Parlons de Red Bull qui enchaîne les problèmes. Est-ce que c'est pour toi un passage à vide ou il y a un vrai problème de fond derrière ? Et là, on commence à le toucher du doigt. Pas sûr, parce que la réunion assez bruyante qui a eu lieu après le Grand Prix tout de suite, d'ailleurs, entre le chef ingénieur, les concepteurs, etc., ça a fumé un peu. Mais en réalité, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est les arrêts ratés. Il l'a dit lui-même, notre ami... Horner ? Pardon ? Non, je voulais vous dire autre chose en même temps. Ça s'est engueulé fort, c'est ce que je voulais dire. Mais que ce pauvre pilote ait des ennuis comme ça, c'est pas normal. Et quand vous voyez l'image la plus symbolique, c'est il y a rouge ou vert pour démarrer. Hein, oui, c'est les feux. Fou. Et il y a même la précaution d'en avoir un portable à côté. Oui. Et les deux ont merdé complet. Ça veut dire qu'il est rouge et jaune, rien ne marchait. Ça, c'est magnifique. Et donc, il a regardé ça. Non, mais attends, et Tsunoda, pareil. Oui, juste pareil. Non, en fait, si tu veux, il n'y avait pas le mec qui avait le deuxième feu, le rappel au début. Donc, le premier arrêt, il reste arrêté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les deux se sont piégés. Et au deuxième arrêt, il y avait le mec, c'était la même chose. Donc, en fait, il s'enlevait. Mais les pilotes n'ont pas compris, donc ils restaient parce que c'est rouge. Eux, ils ont la consigne quand c'est rouge de ne pas partir. Donc en fait, ça servait à rien, quoi. Donc il manque les arrêts. Donc quand on en est dans cette spirale à glisser tout doucement, même s'il est quand même pas loin encore au championnat du monde, faut faire attention quand même. C'est vraiment mauvais signe pour l'équipe. Alors on va voir ce que la réunion donnait, mais en plus on est dans le célèbre triptyque, 3 Grands Prix en 3 semaines. Et là, c'est compliqué tout ça à remettre en place. Oui, mais alors là, on arrive à Jeddah et c'est là où il a fait sa pole de folie. Donc, bon, à voir. Enfin, en tout cas, il n'était pas loin de faire un tour parfait. Max, il n'a pas la langue dans sa poche. Il l'a dit. Là, en plus, on manque les arrêts, on les loupe. Ouais. Donc, et tu l'as senti comment, Tsunoda ? Tsunoda, mon raisonnement, c'est toujours l'histoire de la deuxième voiture de Red Bull. Oui. Je varie pas ça. Déjà, la semaine dernière, je vous ai dit ça. Bien sûr. Bon, c'est pour ça, là, ça a changé ton avis. Qui n'est pas les qualités de Verstappen, ça s'entend. Mais je veux dire, quand même, cette deuxième voiture, elle est toujours un peu à l'écart. Là, bon, comme il est Tsunoda, il est 9e. Il marque de tu vois qu'il y aura Sainz qui va arriver il y aura un, pardon Sainz qui va signer en extrême limite. Je sais pas. Ce serait incroyable. On va parler, je le disais, de Ferrari. Oui. Ils ont sauvé les meubles, mais c'était frustrant, c'était encourageant. Qu'est-ce qui manque en gros à Hamilton pour performer ou être avec Charles Leclerc et que ça fonctionne ? La vitesse, la performance. Est-ce que ça vient du moteur ou pas ? Je n'en sais rien. Est-ce que ça vient de l'aéro de la voiture ? Probablement un peu des deux. Mais c'est la performance qui manque. Et puis, parce que je pense que Charles donne le maximum, j'ai bien cru à un moment donné qu'il serait sur la 3e marche du podium. Ah oui. Mais il ne peut pas le retenir. Hélas, ça n'a pas marché. Malgré une stratégie décalée qui était loin d'être idiote, au contraire, très intelligente, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que Hamilton est un peu en retrait, il n'y a pas de miracle aussi. Il a dit lui-même, vos supporters vous attendent, etc. Il n'y a rien à attendre. Voilà. Je le résume comme ça. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien à attendre. Et donc, ça ne donne pas. Avant la course, il se plaignait de dégradation. Oui, tous. C'était pareil pour la course, pour lui, il n'y a pas eu d'amélioration. Tous se sont plaints. Il n'y a pas grand-chose à faire. Non, Hamilton, il a eu un éclair formidable. C'est quand il a gagné le sprint en Chine. Voilà, ça, c'était extraordinaire. Et depuis, il y a des tas de problèmes sur la voiture. Je veux dire, même Charles Leclerc est un peu désabusé de l'avoir comme ça.
Il manque de perf. Ils doivent changer quoi? Ils savent où il faut chercher exactement, ou finalement c'est un peu nébuleux? Je pense qu'on va attendre l'Arabie Saoudite. On va voir où elles sont assez fortes, généralement, les Ferrari. Et puis 2 semaines de... Enfin, pas 2 semaines de repos, mais un petit laps de temps pour reprendre tout ça. Mais en ce moment, à l'usine, ils sont en train de bosser nuit et jour. Où est-ce qu'ils ont trouvé la recette magique? Avec McLaren, ils étaient garés il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, on dirait que c'est Red Bull il y a 2 ans. Où est-ce qu'ils ont trouvé cette formule magique et que Ferrari n'arrive pas à trouver depuis toutes ces années? Je ne comprends pas. Eh bien, c'est arrivé au Grand Prix de Hollande l'an passé. Toujours la Hollande, on est toujours, voilà, je les regarde parce que au Grand Zandvoort, ils avaient complètement changé la voiture. Et là, Andrea Stella, le directeur technique ex-Ferrari, comme je le rappelle à chaque fois, avait dit on va faire ça, ça et ça et ça. Et ils ont tout apporté en Hollande et ça a démarré. C'est là où ils ont pris la tête du championnat du monde des constructeurs. La voiture a été changée. C'est la voiture qui a lutté jusqu'au bout avec Norris et Piastri pour casser la figure à Red Bull. Et ils l'ont fait. Et à Ferrari. Et ils l'ont fait. Ils sont devenus champions du monde des constructeurs. Mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Et donc, il faut absolument que Ferrari fasse quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils le peuvent? Je n'en sais rien. Bon, j'espère qu'ils trouveront leur panoramix. En tout cas, Hamilton, lui, il me paraît un peu désabusé. Le jour où ça va marcher, il marchera comme Hamilton. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est Charles qui tient un peu la baraque sur ses épaules. Ça va pas être évident pour Hamilton de ne pas réussir à se mettre au niveau. Évidemment. Bon, en tout cas, je souhaite que ça fonctionne pour Ferrari. Mon petit cœur de tifosi est là pour ça. J'ai un dernier détail. Oui. Le prochain Grand Prix, c'est l'Arabie Saoudite. Oui. Ça a été largement signalé, il faut le dire. Là, il y a eu un festival de drapeaux noirs et blancs pour dépassement des limites de la piste. Ah oui, le track limit, ils étaient vénères, là. Surtout pour Norris, non? Moi, non, mais tout le monde, plus ceux qui ont pris des pénalités, comme Dohan, je dois signaler par parenthèse qu'Alpine a marqué ses premiers points. Je referme la parenthèse. Il faut faire attention parce qu'en Arabie Saoudite, à Jeddah, les limites de la piste, c'est le mur. Oui. C'est bon parler. Messieurs, vous êtes prévenus. C'est ça. Voilà ma chère madame. Et il y a quand même quelque chose qu'on va faire là maintenant. On va te souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire. Mais oui. Non. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Émilie. Happy birthday to you. Et du coup, on est obligé de On est obligé de souhaiter bon anniversaire aussi aujourd'hui à Lucas Mayas. Et hier, Corentin Perolari. Ils sont tous nés, les Français qui sont champions du monde cette année. Ils sont tous nés le 13 On est tous un peu béliers. Il y a peut-être une petite corrélation positive. Ne parle pas de signe de l'horoscope avec lui. Il va te dire mais moi je suis Scorpion. Voilà. Les Scorpion Masters. Ah ouais, on les connaît. Ne rentrons pas là-dedans. Regarde, j'ai eu 2 consultants pendant très longtemps. Sébastien Charpentier, Christian Saron. Scorpion. Non, Bélier. Bélier, pardon. Non, mais Madame Irma. Allez, on attaque la moto. On attaque la moto. Non, on va surtout attaquer notre ami Anthony. Comment ça, on va l'attaquer? Bah oui. Ah bon? Allez-y. Bah oui, sans transition, moi je voulais parler avec toi. Attends, non, on va parler de Formule 2. On fait tout ce que tu veux. Bahreïn, justement. Avec Marty qui a dominé la course sprint. Est-ce que c'est un signe de sa forme pour la suite de la saison? En tout cas, il a montré ce qu'il fallait. Il partait 11e. Il finit premier en ayant une stratégie de fou. Il a pris tous les risques dans la course sprint et on sait que la dégradation était importante. C'était plus d'ailleurs Même là important. aussi. Oui, là sur ce circuit, de toute façon c'est mortel. En fait, c'est ce que Théo Pourchère nous expliquait, c'est l'asphalte qui a des portions qui sont plus grosses, si tu veux, des cailloux, et le lien entre eux est assez grand par rapport à d'autres pistes. Et donc en fait, la granulosité ou granulométrie, je sais plus comment on dit, de la piste fait que les pneus en fait se dégradent beaucoup. Il y a beaucoup d'adhérence. Donc finalement, s'il pleut à Bahreïn, ça sera très positif. D'ailleurs, ça a été le cas pour certains essais de Formule 1 ou de Formule 2. Mais sur le sec, forcément, les pneus s'abîment. Donc là, festival de Marty, qui a été félicité d'ailleurs par Isaac Hadjar, qui est venu à l'issue de la course. Ils étaient équipiers l'année dernière. Lui a réussi à gagner. Et puis en course principale, c'est Alex Dune qui a fait retentir, alors je crois pour la première fois, l'hymne irlandais. En moto, il devait y avoir Doherty peut-être qui... on a un Irlandais du Nord qui était champion du monde. Un Irlandais du Nord à 6 reprises. Mais pas irlandais. Parce que justement... C'était qui? C'était Fogarty? Non, c'est il est de Blackburn, c'est Johnny Ray. Ah oui, d'accord. Mais nous, en Formule 1, il y avait Eddie Irvine.
qui était irlandais du Nord. Mais c'était le God Save the Queen à l'époque, c'était pas l'hymne irlandais. Et donc Alex Dune, protégé de chez McLaren, a fait vraiment, encore le orange, a fait un festival. La course sprint, il a fait n'importe quoi, parce qu'il avait peut-être trop d'envie et il savait que sa voiture était bonne, donc il s'est raté. Course principale, il a fait ce qu'il fallait, il part en pneu tendre, il réussit à mener toute la course, il s'arrête, il prend les pneus durs, il revient premier, il mène les débats et il s'impose. Franchement, bravo à lui, parce que ça a été très très solide et il s'impose devant un protégé de chez Williams, pas Victor Martins malheureusement, mais Luc Browning. Et nos Français des bêtises, des petites bêtises, Victor Martins dans la course sprint, il se rate un tout petit poil au départ, c'est pas grand chose, grille inversée, donc il partait normalement deuxième de la course principale, donc si on inverse, il part 9. Il essaye au départ de prendre l'avantage, il se fait un peu pousser, et puis il se retrouve dans les polystyrènes, et là il abîme son aileron avant, terminé. Émilie. Quoi On n'est pas sur Gran Turismo ou sur MotoGP, sur PlayStation 5, on est d'accord que les grilles inversées, c'est n'importe quoi. Alors nous, on n'a pas en moto, je ne sais pas s'il y a des disciplines où il y a des grilles inversées. Mais c'est quand même fou. On est d'accord, en plus doublé, moto. Après, je comprends. Ça peut être intéressant, mais je ne comprends pas le principe. On est d'accord, si tu as performé, tu es devant, si tu es derrière, c'est que tu es moins bon. Ça fait de l'action, mais c'est surtout un peu dangereux. Moi, en moto, extrêmement dangereux. Ça serait le cas, en tout cas. Ce serait assez dangereux, parce que ça veut dire que tu as vraiment des nanas ou des gars qui sont plus rapides et qui sont derrière et qui vont devoir venir doubler et trouver des opportunités, mais sauf que ça peut rapidement devenir dangereux. Donc c'est ce qui se passe en monoplace. Voilà. Mais moi, après, ça fait du spectacle, mais est-ce qu'ils veulent du spectacle ou est-ce qu'ils veulent de la safety? Mais regarde, quand tu as des pilotes qui ne veulent pas lâcher l'affaire, quand on était au confinement, je me rappelle très bien, on avait fait le truc avec pour Renault, et Ocon, il part en grille inversée, il avait un couteau, mais c'était le truc de Rambo, je l'ai déjà dit. Hein. Et Norris, du coup, c'était du contact parce qu'il cherchait à être devant, ça m'a sorti parce que justement, c'est grille inversée. Il aurait été devant, jamais je l'aurais gêné. Mais la grille inversée, c'est vous la faites avec Marquez, il est devant quand même. Ça va être vite réglé. D'ailleurs, il y a des fois, il est parti où il y a des célèbres vidéos, il part derrière, il remonte tout le monde. Comme là, c'est de l'extraterrestre, c'est autre chose. On nage dans autre chose. Jean-Louis. Oui, je veux dire, ça, c'est la grille inversée, c'est une idée de Briatore il remonte à 150 000 années auparavant. On va quand même se méfier des idées de Flavio Briatore. Exactement. Et ces deux suppôts, les deux frères Michel, qui dirigent la Formule 2 et la F3, naturellement, dès que Briatore dit quelque chose, hop, on fait ça. C'est lui qui a imposé ça, finalement, à la F2. Et à la F3 aussi. À la F3 aussi. Exact. Et donc, pire pour la F3. Les 12 premiers. Et la fédération n'a cessé de le combattre. Ils voulaient imposer ça aussi en Formule 1. Non. Les constructeurs, qui quand même une grosse part de marché dans la Formule 1, ont dit non. Non, Flavio, t'es gentil, mais on fera pas ça. D'un autre côté, il y en a certains qui savent faire. En fait, Théo Pourchaire me disait ce week-end, il faut partir 5 ou 6. Comme ça, au moins, tu te qualifies 5 ou 6. Tu pars 5 d'une course et 6 de l'autre. Et donc, t'es au milieu. Si tu fais la pole et que tu pars 10, tu perds des points. Alors oui, il y a moins de points donnés pour une course à grille inversée, mais il y a des spécialistes de la grille inversée et du coup... Tu te souviens que derrière la voiture de sécurité, on autorise les retardataires à passer pour prendre leur place. Pourquoi ? Parce que si on lâche la voiture de sécurité au milieu de tout le monde, les stars vont arriver au milieu des retardataires qui sont là et on va avoir un carton. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Et donc, on peut, pour l'instant, en Formule 1, ce n'est pas encore arrivé. Ils ont raison. Très bien. Mais ça fait du spectacle. Et Fornaroli est très fort pour justement gérer le championnat. Champion de Formule 3 l'année dernière. Là, il a fait 2e, 8e, 3e. C'est parfait. Il est en tête du championnat alors qu'il vient d'arriver. Ok, on va parler brièvement du GT World Challenge avec les 6 heures au Castellet à Paul Ricard. Ouais, je voulais faire une petite mention aux Belges. Pas Marc VDS, parce qu'on le salue aussi. Il est présent un peu partout, en ELMS, en moto, il est présent aussi en GT World Challenge, mais là c'est WRT, avec notamment Hugo de Wilde qui s'impose pour sa première en tant que pilote officiel BMW. C'était au Castellet, c'était ce week-end, la course de 6 heures d'endurance pour l'ouverture de la saison GT World Challenge. Bravo à lui, et bravo à ses équipiers aussi, évidemment, Charles Weerts et Kelvin van der Linde. Franchement, ça a été très solide, et donc bravo les Belges. Parfait. On reste en endurance. On voulait faire une petite parenthèse. C'était en Ultimate Series et tu m'avais dit c'était en Michelin Cup. En Michelin Le Mans Cup avec 2 gros cartons avec des pilotes. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Qu'est-ce qui s'est passé
Et comment on aurait pu éviter ça ? Je ne sais pas si on peut éviter ça. En Ultimate Cup, c'est un championnat qui est censé être pour des pilotes qui sont amateurs, qui apprennent les rudiments de la course. Et donc, il y a beaucoup de roulage et il peut y avoir des petites incompréhensions. Là, c'était le 3e tour d'une course de 4 heures, je crois. Il y a eu un petit contact. C'est pas un amateur, pourtant, qui était dans la voiture à l'extérieur. C'était Thiago Montero qui était dans la Porsche. Lui, il y est pour rien. Il reste sur sa ligne. Et son adversaire vient le taper et il est renvoyé. J'ai jamais vu un crash comme ça. Juste après le S de la Verrerie, avant d'arriver au S du lac, il est éjecté de la trajectoire et il va s'écraser de l'autre côté du rail en faisant des tonneaux. Miraculeusement, il s'en sort sans rien. Je n'ai jamais vu un crash à cet endroit-là. Il y avait à l'extérieur de la Verrerie, ok. Il y a effectivement au bout de la ligne droite. Là, jamais vu ça. Il a fait un tonneau, il s'en sort sans problème, Sébastien Lajoux. Bravo à la sécurité, parce que franchement... C'est dû à l'inexpérience des pilotes ou un coup de malchance, tout simplement, c'est la course, quoi. Un peu de tout, mais c'est inexpérience des pilotes. Je veux dire, Sébastien aurait dû se dire, c'est Thiago Montero, on aurait dû l'informer dans la radio. Mec, il est pilote pro, à côté de toi, tu fais pas le malin, donc t'écartes un peu la trage. Là, il a pas vu, je pense que c'est pas fait exprès du tout, ni de l'un ni de l'autre, et il y a eu contact et grosses conséquences, quoi. Bon, en tout cas, ils s'en sortent bien, et ça, c'est le principal. Quand ça se termine bien, c'est mieux. Parce que c'est vrai que sur ces trucs-là, c'est des images très impressionnantes, mais qui peuvent avoir des grosses conséquences, on le sait, malheureusement, c'est tous les week-ends. Il y en a une qui s'en est bien sortie, et là, pour le coup, j'ai pas du tout la même vision de l'incident. C'est Marta Garcia qui était en tête avec la Porsche des Iron Dames, donc Porsche rose, bien connue. Elle était en tête, ça faisait 3 tours qu'elle avait pris le volant. L'autre derrière, l'Italien, est comme un fou furieux avec sa Ferrari. On est à Barcelone, avant le virage 10. On est dans la ligne droite, hein, on n'est pas au freinage. Hein. Il est à droite de la piste, et il veut aller à gauche. Non mais qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Il peut pas se mettre à l'aspiration et dépasser. Il est à droite, il veut passer à gauche et il envoie Marta Garcia dans le rail, mais à une vitesse folle. Elle décolle, c'est incroyable. La porte était bloquée. Heureusement, les commissaires ont eu la présence d'esprit d'aller vers la porte passager. Ils ont cassé la porte passager, ils l'ont extraite. Il y avait de la fumée, il y avait des flammes et tout. Enfin, c'était. Mais il me semble qu'elle s'est fait mal, hein. Elle s'est un peu fait mal. Il me semble qu'elle s'est fait mal, pardon. Et j'ai pas suivi ça. Elle a été rapidement évacuée. Donc bravo au commissaire, mais c'était un choc de plusieurs jets. Et vraiment, moi j'ai trouvé que c'était très dangereux la manœuvre de Dono. Et qu'est-ce qu'il a donné comme explication, ce garçon ? Il n'a même pas donné d'explication spécialement. Non, il n'aime pas avoir une fille devant lui. Moi je pense que c'est ça. Mais j'ai pas voulu le dire parce que c'est très difficile de savoir si c'est vraiment le cas. Il était un peu inexpérimenté aussi. Maintenant, sa manœuvre, tu la tentes au freinage, tu la tentes pas dans la ligne droite. Je comprends pas. Et c'était sur quel championnat, ça ? Quelle course ? Michelin Le Mans Cup. Ah, c'était la même chose ? C'était course, course support de l'ELMS en tout cas. Ah oui, d'accord. C'était pas sur le Castellet, c'était à Barcelone. Donc les deux sur la même course ? Non. Il y en a un, c'était au Castellet, et l'autre, c'était à Barcelone. D'accord. Il y a Ultimate Cup Series et Michelin Le Mans Cup. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, voilà pour cette petite page endurance. Nous allons partir du côté de la moto. Là, ça va intéresser Rémi qui n'en peut plus. Mais oui. C'est pareil, c'est parti. C'est la bécane. On parle de moto, Rémi, on parle de moto GP, évidemment. C'était le Qatar, entre Bahreïn et Qatar, week-end chargé en compétition, on le disait avant l'émission. Tu dois être content, Marc Marquez, nouvelle victoire, plus rien ne peut l'arrêter. Spécialement pour Marc Marquez, il a fait sa 4e pole, 70e de sa carrière, je crois. Il a gagné le sprint, ça fait 4 sur 4. Pour l'instant, sur les 8 courses de l'année, il en a gagné 7. Il a joué encore... on y viendra tout à l'heure avec Vignales, il a été encore une fois plus malin que tout le monde. On est d'accord, je pense qu'il a effectivement refait son coup du début de saison. Ouais, c'est vrai. Mais moi, Marquez, je le trouve hyper impressionnant, mais est-ce que, pour le spectacle, il lui manque pas son Némésis ? Est-ce qu'il manque pas un Rossi quelque part ? Effectivement, il y a du répondant partout, mais est-ce qu'il lui manque pas un ennemi juré à Marquez, qu'on dirait que là, c'est un tapis rouge ? Il a eu son ennemi juré et il n'a pas voulu lâcher à Jerez face à Quartararo il y a 4 ans. Il a été blessé pendant 4 ans, il n'a pas pu du coup regagner. Et tu penses qu'il y a beaucoup de pilotes qui reviennent d'un enfer comme ça et qui ont un mental pareil ? Je te dis pas le contraire. Je te dis juste, au quotidien, course après course, un ennemi juré. On a eu sur plein de championnats. Il l'a eu assez longtemps. Je pense que maintenant, c'est son heure aussi. C'est pas faux, ok. Tiens, d'ailleurs, Émilie, oui. Toi qui connais assez bien Scott Redding, qui connaît certains pilotes, Scott Redding, il a déclaré dans la presse anglaise que pour lui, l'endroit où ça a basculé,
c'est pas après tous les problèmes qu'il y a eu en Argentine, bien évidemment. L'apothéose, c'est la Malaisie en 2015. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Il y a eu le coup d'Assen aussi, où Rossi coupe, il estime Marquez qui triche, il coupe la chicane et il gagne. Ouais. Pour lui, Marquez a été invité au ranch, au fameux ranch de Valentino Rossi, et c'est là que ça s'est gâté. Ah ouais. Selon Scott Redding, c'est ce qu'il a déclaré ce week-end à la presse anglaise. Il l'aurait un petit peu mal chez lui, voilà. Ça pourrait être ça. Comme quoi, l'ego, parfois. Ouais, malheureusement, sur ces pilotes-là, ça ne pardonne pas. On parlait de Marc Marquez, on parlait d'Alex Marquez. Encore deuxième, ça fait 7 fois. Sur la course sprint, oui. Ouais, sur la sprint, évidemment. C'est vraiment encourageant, en tout cas. C'est vrai que là, pour Marc, c'est énorme, quoi. Alors là, il a changé de discipline. Ouais. On avait Romain Fèvre. Mais non, c'est dingue. Alex Marquez, c'est fou, hein. Oui, mais son frère lui donne les réglages. Donc, il a les bons contacts. Oui, ça je pense. Il a la bonne moto aussi. Non, et puis, alors il a la bonne moto, et puis surtout, ils s'entendent tellement bien, les deux, ils sont extrêmement complices, et l'un amène beaucoup à l'autre, même si on a l'impression, et on ne voit qu'aux caméras, que c'est Marc qui emmène à Alex. Alex apporte beaucoup aussi à Marc. Ah, intéressant. Bah, c'est sûr, quand on est deux frangins, ils s'entraînent ensemble. Évidemment que ça pousse Marc de toujours gagner contre son frère, sauf que son frère continue d'évoluer aussi, donc en fait, les deux se tirent vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'aussi, ils ont la même moto. Maintenant, quand il était chez Honda, il ne pouvait pas faire ça avec Alex Marquez. C'est vrai, t'as raison. Et puis, ce sont deux champions du monde. Enfin, je suis désolé, mais Alex Marquez est quand même champion du monde, quoi. On donne toujours l'image à Marc, mais Alex mérite aussi, et finalement vit encore aujourd'hui sous l'image de son frère et sous l'ombre de son frère. C'est pas facile, hein. Alors qu'il fait des podiums et des deuxièmes presque tous les week-ends. Mais finalement, tu vois, c'est ce que je disais, il manque un ennemi juré, mais est-ce que ce ne serait pas une dualité fraternelle ? Oui, mais et qui arriverait petit à petit. Oui, mais très saine, mais en tout cas, une dualité, ça serait incroyable. Deux frères comme ça qui se tirent la bourre pendant des années. Why not ? Ça pourrait arriver. Il n'y a pas vraiment eu, parce qu'il y a eu les frères Saron. Dominique m'avait expliqué dans mon podcast que quand il avait vu Christian être face à lui au bol d'or, il avait fait 3-4 tours à fond, justement, pour passer. Là, va interviewer Christian, tu vas voir l'autre version. Je pense que c'est un gentil Christian et qu'il a fait beaucoup pour son petit frère et que sans lui, son frère n'aurait pas fait cette carrière-là. Je comprends. Parce que la vérité, c'est ça. Oui, non, bien sûr. Non, mais attends, Dominique est bien conscient, effectivement, du talent. En fait, Christian Saron, c'était Marc Marquez et... et Bagnaia, loin derrière. Ça a été plus compliqué cette fois-ci. Il s'est qualifié P8 et ensuite il partait loin. Du coup, voilà. Ça a quand même beaucoup d'incidence de partir si loin sur la grille parce que avec l'aéro et tout ça. Bon, on fait pas la même course quand même, que ce soit en MotoGP ou dans toutes les disciplines. C'est moins grave qu'en Formule 1 quand même. En Formule 1, on l'a vu avec le Grand Prix du Japon. Si t'es pas en pôle, c'est là que ça s'était joué. Ouais. Mais quand même, il y a cette problématique. Tu fais pas la même course. Okay. Bah déjà, tu pars pas avec le même groupe, tu travailles, t'as pas le même travail à faire en fait finalement sur toi, sur la piste. Et puis finalement, la course c'est aussi avec les autres. Donc tout dépend. Et si c'est vrai que si t'en as 10 à doubler ou si t'en as que 2, c'est pas la même chose. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. On reste sur la course sprint avec les Français, avec Quartararo, solide 5e après une 3e place sur la grille. Ça aussi, c'est encourageant quoi, pour ce début de saison. 4e hier. Ouais, mais là, on était sur la course sprint avant. Et en revanche, Johan Zarco, il a fait un choix de peloton, ça s'est dégradé très vite. Et il a préféré rendre la main parce qu'il s'est dit, de toute façon, il était hors des points, c'est pas la peine de se faire mal, voilà. Et il aura sa revanche le dimanche. Et Zarco, il avait abandonné aussi en sprint. Voilà, c'est ça. Pourquoi, mais en fait, c'était. C'est ça, c'est les pneus, ce que j'ai demandé. Hein. Ouais. Bah, mauvais choix de pneus, après, ça, on tente. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va tellement vite, le sprint, c'est un abandon, on laisse tomber, ça sert à rien. Quoi. Bah, il y a que. Ils sont 9 à marquer des points. À marquer des points, donc il n'y a pas grand-chose. Ça vaut pas le coup d'aller jusqu'au bout du truc pour prendre de l'expérience, toi, C'est ce qu'il a estimé. C'est dangereux, ça coûte de l'argent et t'as pas le temps. D'accord, ok. Partir sur la course principale, voilà, on disait le doublé de Marquez, et pourtant il a démarré prudemment. C'était volontaire ou bien sûr que c'était volontaire. Beaucoup plus stratégique, quoi. Ça se voyait moins. On l'a moins senti qu'à Buriram. À Buriram. Mais en revanche, voilà, on va aborder ensuite le cas de Viñales qui fait sa course, sauf que Viñales, il n'est pas intelligent comme Marc Marquez, et Viñales, il croit qu'il est sur le podium, qu'il est deuxième, et ce qui a menacé à Buriram Marc Marquez d'avoir les 16 secondes de pénalité, lui, une nouvelle fois, il y a pensé, il y pense, non seulement il va très vite, mais il y pense, et il a
il est resté dans le peloton. Voilà, on se demandait un petit peu pourquoi au début et on a vu à la fin. C'est vrai que c'est dingue. Au début, je me suis posé la question. C'est vrai que par rapport à Buriram, cette fois-ci, on s'est un petit peu posé la question. Tu peux développer parce que là, j'ai pas suivi ça. Il y a toujours cette histoire de pneus où il faut pas être gonflé. Il y a une. Explique la règle. Voilà. En fait, c'est les recommandations de pneus. C'est ça. 1.9, c'est Michelin, c'est ça qui donne les recommandations. Sinon, ça devient dangereux. Et donc, il faut être dans la fenêtre. Mais on joue plus dans la fenêtre. Parce que du coup, les pressions de pneus changent pendant qu'on roule en fonction de la température de la piste et de l'intensité qu'on met. Mais ils ont la formation sur le dashboard, sur le tableau de bord, et lui, il est suffisamment malin pour anticiper. Là où il a anticipé que c'était vraiment visible, voyant, criant, c'était à Buriram. Là, c'est vrai qu'on a mis plus de temps à comprendre ce qu'il fabriquait. Et en fait, c'est là où on comprend vraiment, c'est quand on voit ce qui arrive à Vignales. Alors, ce qui est dommage, c'est que ces décisions-là, elles sont prises après, une fois qu'il y a le podium. Donc, ça, c'est un peu injuste. Mais en tout cas, c'est dur, quoi. Du coup, on le voit remettre son trophée à Bagnaia, non? Oui, mais Corentin Perolari, que j'ai interviewé à Portimao, il a fait une pole en Argentine, mais le seul podium qu'il ait fait, c'est en Australie. Et il y a eu une machine qui est déclassée, je crois que c'est celle de Randy Krummenacher, et il n'est encore jamais monté physiquement sur le podium. En plus, à Phillip Island, ça aurait été sensationnel. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est très bien. C'est frustrant. En tout cas, Alex Marquez a perdu les commandes du championnat. C'est un coup de mou ou comment tu le vois ça? Non, pas un coup de mou. Là, c'est la première fois qu'il finit pas deuxième sur c'est vrai. course. Oui, mais on est habitué maintenant. Non, mais attends, mais alors, c'est pas une question de performance en plus. Du coup, ça l'a été parce qu'il y a eu un contact avec Di Giannantonio. Voilà. Il avait plus d'aileron arrière, il y avait plus trop d'ailettes à l'arrière, etc. Et il n'était pas si lent que ça, finalement. Je pense je suis même pas sûr qu'il s'en soit rendu compte. Mais c'est pas Charles Leclerc qui a eu le truc la semaine dernière où il y avait un bout d'aileron et finalement ça roulait très bien comme ça? Oui, ça arrive souvent. Ouais, ça arrive souvent en fait. Ça allait très bien comme ça. Je veux rappeler quand même que sur cette course-là, pour Charles Leclerc, lui et son coéquipier, pour des raisons différentes, ont été les deux Ferrari disqualifiés. Ouais, c'était pas pour les mêmes raisons. Effectivement. Et là, moi je suis assez frustré pour Didja en fait, parce que lui en 2023, il avait gagné ici au Qatar, ça l'avait relancé. Et ce contact, lui pour le coup, ça l'a mis complètement en PLS quoi. Et puis il a dû s'arrêter malheureusement. On a parlé de course principale, mais on n'a pas parlé de nos Français en course principale. Qu'est-ce que ça donnait, Nico, le rapport Zarco et Quartararo? Là, franchement, cette fois-ci, alors à l'arrivée, il termine 5e, Johan Zarco. Et finalement, donc avec ce déclassement de Vignales, il est 4e, ce qui est de loin de son meilleur résultat. Quand il a fait son meilleur résultat de l'année d'entrée à Buriram, il n'avait pas fait mieux que 8e. Là, on s'est dit, oh là là, sensationnel, mais bon, c'est Buriram, c'est la Thaïlande. Il y a eu encore une ou deux bonnes courses. Et là, cette fois-ci, ça commence à devenir sérieux. Il l'a dit, là, il commence à rouler pratiquement avec les meilleurs. On rappelle qu'il est quand même chez Lucio Cecchinello. Oui. Donc, il n'est pas dans l'équipe officielle, là où il y a Marini Emir. Il est dans l'équipe satellite, avec d'ailleurs un coéquipier thaïlandais qui lui est satellisé, parce qu'il est toujours dernier. Donc, comme ça, c'est facile à savoir où il est. C'est dommage, il est sympa comme tout. Oui, il est sympa comme tout. Mais là, ça devient vraiment très, très intéressant, à tel point quand on est 4e, on peut souhaiter et espérer qu'il y ait peut-être un podium maintenant cette saison. Alors moi, je vous pose la question tous les deux, parce que je sais que tu le connais bien, Émilie, Johan. Est-ce qu'il faut qu'il reste chez LCR ou est-ce qu'il faut qu'il aille dans l'équipe officielle Honda? Là, je crois qu'il ne va pas avoir le choix, c'est Honda qui va décider. Mais c'est vrai que tu l'as côtoyé, on en a parlé, tu n'as pas eu beaucoup de chance parce que je crois qu'il n'y a plus... Oui, cette année. Bon, après, pardon, Johan, c'est quelqu'un. Nous casse pas le décor. Ouais, je vois ça. C'est fragile. Non, Johan, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'apporte beaucoup. Il va pas dire grand-chose, il va dire 3 mots, mais c'est 3 mots puissants. Voilà. C'est très clair et ça va être droit au point. Et en fait, c'est quelqu'un qui va te donner les solutions. Qui va te donner le problème. Ok, tu as ça comme problème, mais qu'en plus de te donner le problème, d'analyser le truc, il va te donner la clé et la solution pour résoudre le problème. Et donc évidemment que tu progresses très fort, et donc qu'il a un impact à chaque fois que je roule avec lui ou que je le côtoie ou qu'il m'envoie un message, ça résonne très fort dans ma tête parce qu'on ne peut que écouter un pilote de MotoGP quand il te dit ça, tu devrais peut-être pas faire comme ça. Pour toi, c'est un des plus forts, c'est ce que tu avais déclaré, c'est un des pilotes les plus talentueux. Les pilotes français, on a Fabio et on a Johan, mais évidemment je suis très proche de Johan, donc je l'aime beaucoup. Mais les deux sont très forts. Les deux sont champions du monde. Voilà, donc on y est. Tu as eu beaucoup de conseils d'extrêmement talentueux pilotes dans les championnats mondiaux qui t'ont donné beaucoup de conseils, mais on voit que ça résonne en toi, les conseils, tu les prends et tu arrives à les mettre en application. C'est tellement clair ce qu'ils te disent, tu fais, mais oui, évidemment, et que tu progresses juste après ça? Parfois oui, parfois non. Mais en fait, ça dépend. Si j'ai compris,
c'est OK, c'est acquis et je le mets tout de suite en application. Et donc, c'est plus facile évidemment de comprendre quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui te l'explique bien. Et Johan le fait très bien. Ou comme d'autres pilotes l'ont très bien fait, Xavier aussi m'avait apporté certaines choses. Mais tu as aussi parfois d'autres pilotes qui, pour eux, c'est tellement inné de rouler, c'est tellement facile, qui est aussi d'ailleurs le cas de Xavier, que parfois c'est hyper dur de retranscrire et d'expliquer la chose. Et il dit, moi je fais comme ci, comme ça. Mais alors, du coup, pour une novice comme moi, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment, on parle de Xavier Siméon, là. Oui, par exemple. Je lui demandais pourquoi, comment. Et c'est difficile à expliquer. Ah ouais. Et c'est justement là la différence. C'est parfois être pilote et coacher et donner des conseils, etc. C'est des choses qui sont totalement différentes. Des fois, tu as des très bons coachs qui sont moins bons pilotes. Et voilà, et inversement. Et pour autant, on parlait de Johan. Johan, pour le coup, c'est les deux. Il est pédagogue et en plus d'être très bon pilote. Oui, mais des fois, ça lui a posé des soucis. Et c'est malheureux, j'allais dire, de trop réfléchir parce qu'il est très intelligent. Et des fois, il se pose des questions et il doute, quoi. Et ouais. En attendant, c'est une image qui a été marquante ce week-end. Vous l'avez peut-être vu passer, c'est la chute de Jorge Martin qu'on a vu passer. La chute n'avait l'air de rien là comme ça, mais finalement qui a beaucoup plus de conséquences, qui est maintenant à l'hôpital. Rémi, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé exactement sur cette chute et quelles sont les conséquences qu'il a surtout médicalement ? Les conséquences qu'on a découvertes aujourd'hui, puisqu'il a 11 fractures de côte, pour ceux qui sont déjà cassés 1 ou 2 ou 3. Donc 8 dans les arcades postérieures, 3 dans les latérales, et en plus, inflammation pleurale minimale dans le contexte d'un pneumothorax. Ça vous rappelle le pneumothorax, les médecins à Manicourt nous ont expliqué, on ne peut pas rouler avec un pneumothorax. En moto, on ne peut pas rouler. Tu peux mourir la course d'après. Comment il a été autorisé par les médecins à revenir ? C'était quand même dangereux de revenir si tôt, non ? S'il n'était pas tombé, il l'a fait en course sprint, il a été applaudi par son équipe, c'était une course plus courte, ça passait. S'il avait été au bout, s'il avait abandonné, ce qu'a fait par exemple Johan Zarco pour d'autres raisons à la course sprint la veille, ça serait passé. Et voilà, il y a beaucoup de pilotes qui sont revenus. J'ai discuté tout à l'heure. On va aborder maintenant le cas d'un garçon que tu connais bien parce que tu es en rééducation avec lui. Loïc Herbel s'est fait tibia péroné. Voilà. Au Superbike ce week-end, lors de la première course. Ouais. Alors, tibia péroné. Poignet aussi, il me semble. Voilà, mais tibia péroné. C'est 3-4 mois. Voilà, on dit 3-4 mois. Mais là, Schumacher, pour Jorge Martin, c'est pareil. Il a 3-4 mois, il revient 3-4 mois, mais mon kiné me dit, mais attends, Rémi, et Valentino Rossi, pour le coup. Je dis, mais c'est vrai, t'as raison, quand il se le fait au Mugello. Et du coup, je repense à celui qui était mon consultant, Randy Le Punier. Il faut que je lui demande exactement. Mais Randy Le Punier, les 4 mois, il se fait rouler dessus au Sachsenring, et il revient, il y a la trêve estivale, donc c'est simple à compter, ça doit faire 1 mois. Il revient à Brno, République tchèque. Et j'aimais bien le samedi échanger avec Philippe Monneray et aller au micro-HF en bas. Je l'interviewe à la fin de sa séance. Et lui qui est dur au mal, il est en larmes, il a les larmes aux yeux parce qu'il est venu, il a une douleur énorme. C'est ce qu'on avait dit déjà, les pilotes moto, ils sont durs au mal. Avec un tibia péroné, on peut revenir plus vite, on le souhaite pour Loïc. Bien sûr, c'est pas rare de les voir. Voilà. Après, effectivement, s'il y a la jambe. Moi, la première. Oui, tibia péroné, c'est net. Voilà, je peux dire que c'est quelque chose de net. Un volet costal ayant touché les poumons, là, c'est beaucoup plus délicat. Comme blessure. Parce que beaucoup plus délicat. Oui, chaque blessure est différente. Oui, bien sûr. Oui, mais tu peux pas reprendre ton souffle avec 11 fractures de côte. Tu peux pas être en apnée dans les virages. Tu peux plus rien faire. Non, mais c'est ce que nous a expliqué le médecin de Manicourt l'année dernière. Il nous a dit, mais là, le pneumothorax, vous imaginez même pas. Déjà, qui va rouler, parce qu'il s'était fait son essai à Manicourt, qui va rouler la suivante, c'était justement à Cremona où tu vas aller, et il avait manqué comme ça. Mais où est-ce qu'il a fait toutes ces fractures ? Je l'ai vu, la chute, elle paraissait pas si. On en a vu des chutes. Non, mais j'en ai vu des chutes énormes. Et puis peut-être qu'il a dû perdre de la masse musculaire aussi, avec tout. Il n'a pas vraiment roulé quand j'ai vu des images de Taibo Fiden, on en parlait, qui est enfin sorti du coma, l'ancien champion du monde de Speedway. Là, sur les images, moi qui le vois d'habitude avec ses tatouages et ses gros bras, il est, à force d'avoir été coma, on le sera un petit peu le remet dans le coma, et il a perdu. C'est terrible, hein, vous êtes plus. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'en voyant cette chute, je me suis dit, il va se relever. Et quand je l'ai vu qu'il n'était pas bien, tu le voyais. Il ne s'est pas relevé. Après, on pensait pas. Je pense que tout le monde était surpris aujourd'hui de voir à quel point c'était grave, parce que les images sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Il est dans un état. Mais clairement. Là, on peut penser que pour la première fois depuis une éternité, parce que je n'ai pas de souvenir précis, le champion du monde en titre va probablement arriver à la mi-championnat, et Dieu sait qu'il y a des courses cette année, comme en Formule 1, il y en a beaucoup, sans avoir marqué le moindre point. Oui. C'est fou. C'est fou.
C'est là-dessus que nous terminons cette page MotoGP, mais nous partons pas loin du côté du Superbike. Et là, c'est là où vous étiez à Assen, Émilie et Rémi. Rémi, parle-nous de ce qui s'est passé en Superbike avec Sam Lowes, et puis après on parlera d'Émilie et de ta course, ce qui s'est passé en World WCR, évidemment. Mais déjà, Sam Lowes, le pilote Marc VDS, pole position, je pense qu'il était heureux comme un enfant parce que malheureusement, quand on pense à Lowes, et notamment à Sam, on pense plus souvent à des chutes. Mais là, c'est sa deuxième année, il attaque d'entrée sur une piste qui est chère à son patron Marc VDS, parce que c'est en Belgique, c'est juste à côté, donc pole position, et puis il va se faire mettre par terre par Alvaro Bautista. Alors c'est énorme parce que le week-end d'avant, il y a accrochage entre Bautista et Redding. Redding lui dit « Attends, t'es gentil, j'étais derrière, j'avais vu un mec. » Et donc Bautista, hautain, lui fait « Arrête, le pilote satellite ne doit pas aller pousser le pilote titulaire. » De toute façon, déjà, il pleurait quand il était champion. Il pleurait même quand il gagnait facilement contre Toprak à Portimao. Là, cette fois-ci, j'ai assisté, parce qu'on ne peut même pas appeler une réconciliation. Sam Lowes, il était grand seigneur, l'autre lui a dit sorry, et voilà, Lowes, il n'a pas été lui dire. Et là, pourtant, là, il n'y a pas photo, c'est bien, on est d'accord. Ils se sont tapés dans la main, ils se sont voilà. sport. C'est-à-dire que quand c'est Bautista qui fait tomber un autre, il est fair play, vaut mieux que ça se passe. Voilà. Ça m'a vraiment marqué. Là, mais c'était la faute de Bautista, l'impact qu'ils ont eu. Ah bah oui, là, il suffit de revoir les images, il n'y a pas photo, là. Ouais, sinon, il aurait protesté, de toute façon. Oui, toujours, forcément. Là-dessus, ils ne vont pas se laisser avoir. Et du coup, Boulega s'impose largement devant Locatelli et Petrucci. Il a déjà pris le pouvoir, en fait, là, sur la saison. Alors, on va voir qu'il peut arriver en sport mécanique, mais franchement, là, il a fait son triplé en Australie, ça a été différent à Portimao. Mais là, la course, je me suis fait plaisir en allant voir en bord de piste. Il n'y avait pas grand intérêt très rapidement. Hein. Quand la Ducati marche comme ça avec Boulega, l'ami Bautista, pour qu'il en regagne une, je rappelle que c'est son coéquipier, je pense qu'il est plus proche de la retraite. Ils sont en train de dire, oui, on va voir pour la re-signature d'Alvaro Bautista, mais là, il a 2 pilotes devant lui. Toprak, quand la BM veut bien marcher, et qui font des bons choix de pneus. Et puis, c'est clair que Boulega, il a pris l'ascendant, là, maintenant, Émilie. Toi, qui t'impressionne sur le paddock en World Superbike ? Tous, ok. Ça le mérite d'être clair. Ça, c'est mignon. Tous, évidemment. Moi, je débarque encore. Alors bon, j'ai l'impression de dire ça maintenant depuis 2 ans, donc je prends un peu d'expérience, c'est sûr, mais ils sont tous tellement impressionnants et que tu vas au bord du grillage et tu regardes. En plus, c'est pas comme si tu les entendais pas passer. Sur le circuit, on entend que ça, on sait direct quand le Superbike commence, donc on s'accroche au grillage, on regarde et c'est impressionnant. Ils passent comme ça, et eux, et moi je ferais ça. T'arrives à prendre de l'inspiration en la regardant ? Je pense qu'inconsciemment un peu, évidemment, parce que tu t'imprègnes un peu des styles des uns des autres, de ce que tu aimes bien voir, de ce que tu trouves waouh, impressionnant chez certains, tu as envie d'essayer de le reproduire, et puis tu le vois passer là, tu te demandes pourquoi. Alors après, on n'a pas les mêmes motos, donc on passe pas forcément aux mêmes endroits, mais par exemple, juste avant notre course d'hier, qui est donc une course potentiellement sous la pluie, on voit, finalement, je suis allée regarder exactement où est-ce qu'il passait, pour voir si la piste elle était sèche, quelles lignes ils étaient en train de sécher, si ça allait être les mêmes lignes que nous. Donc, toi, c'est quoi ? C'est plus le super sport que tu regardes pour t'inspirer, ou c'est quoi les motos qui sont les plus proches? Il faut que tu aies le temps déjà, parce que ton emploi du temps, il est bien chargé. Hein. Sur les week-ends de course, comme le championnat du monde féminin en World WSR, on est en fait avec le Superbike et le Supersport. On est tout le temps aussi, on est sur le même week-end, donc on a toujours des trucs à faire. Donc quand on est sur les mêmes week-ends, finalement, je me retrouve pas forévidemment à les regarder. Alors quand on est dans l'hospitality ou quoi, évidemment, on regarde les écrans, mais on ne suit pas non plus à fond des fonds. Alors on suit les copains, je regarde ce que fait Maya, ce que fait Corentin et Loïc, les Français. Mais voilà, on n'est pas non plus. Je suis plus à fond, limite, moi, je suis pas en week-end de course, et que eux, oui. D'ailleurs. Puisqu'on verra une petite vidéo tout à l'heure de tes parents qui étaient venus tous les deux en même temps. On peut peut-être même la voir maintenant, d'ailleurs. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'écran sous vos tentes. Si. En fait, nos tentes, du coup, c'est un peu, on va dire, une R7 Cup améliorée, où on a des tentes, des belles tentes quand même Yamaha, sous lesquelles on est toutes, et il y a un pôle un peu central, où il y a les mécanos qu'on peut aller voir, donc de chez Yamaha, qui nous donnent toutes les datas, toutes les infos dont on a besoin, et on a 2 grands écrans avec toutes les infos. Parce que là où je suis venu te voir, quand on a discuté avec ton équipe technique, j'en ai pas vu d'écran, c'était de l'autre côté. C'est caché. Tu sais quoi, tu en as parlé, on va regarder la vidéo, et puis ça va nous permettre de dire au revoir à notre Jean-Louis National. Non, j'ai une question. Ils sont gentils avec vous, tous ces garçons? Totalement, 100%, ça y est, ça commence
Alors, beaucoup plus les jeunes que les plus anciens, pour être honnête. Ouais, comme si c'était un peu ancré dans... Non, pour les anciens, c'est nouveau. Pour voilà. Alors que pour les jeunes, ils ont peut-être plus grandi avec ça, et c'est peut-être un sujet depuis toujours, la place des femmes dans la société. Alors, c'est plus simple et c'est plus naturel. Très bien. Très bien, ma chère, bravo. Eh bien, regardons ces images que tu nous as ramenées du paddock familial. Et puis, on en parle juste après, Jean-Louis. Non, pas la semaine prochaine, on se voit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Très bien. Allez, c'est parti, on regarde ça. C'est parti. Mais c'est quand même étonnant, vous qui êtes motarde, je vous ai vu sur la grille tout à l'heure, tétanisé avant le départ, vous avez souri qu'à la fin, que vous qui aviez fait de la moto, que vous pouvez quand même comprendre que vous ayez peur. Votre fille en championnat du monde, vous devriez être fière et souriante. Alors, je suis fière, mais pas souriante. Parce que, justement, comme j'ai fait de la moto, je sais ce que c'est. Et surtout, moi, j'ai... Plus calme, mais elle est... Mais tu sais qu'on t'entendait pas avant, là, tu continues là-dessus. Reprends depuis le début, Rémi. Le week-end, c'est incroyable. En fait, ta maman, Sandrine, ne sourit que quand tu as passé le drapeau damier et terminé le tour des décélérations et que tu reviens pas avant. C'est le seul moment où elle dit « Ouf, ça y est, enfin, maintenant, je suis libéré ». Tu le sais, ça, tu t'en rends compte. Alors, il faut savoir que la première course que j'ai faite, du coup, en championnat du monde l'année dernière, j'avais que ma maman qui était venue et elle pleurait. En fait, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle me disait, surtout, va pas trop vite, hein, tu fais attention. Tu parles, on est en compétition. Et je répondais, maman, en fait, je suis en championnat du monde de vitesse. Le but, c'est que j'aille le plus vite possible. Tu me dis, ne roule pas trop vite. Donc, à la suite de ce week-end-là, je lui ai dit, je lui ai interdit de venir, je lui ai dit, ne viens plus, parce que tu n'es pas du tout motivante. En fait, tu es tout l'inverse. Donc, par la suite, mon père, lui, est venu et lui est beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Donc, j'ai réautorisé ma mère à revenir, mais avec mon père, accompagné de mon père qui tient, on va presque dire, ma mère en laisse et qui va la tenir loin de moi pour pas qu'elle soit trop stressante. Mais je sais on l'aperçoit, David. Mais je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, si c'était en Formule 1 quand on parlait de Gasly et de sa maman, ou si c'était avec Quartararo. Et je crois qu'il y a une des deux mères qui ne regarde les courses que quand elle est sûre que ça s'est bien passé et qu'elle peut regarder ça à l'esprit tranquille. Donc elle ne regarde pas le live déjà. Ouais, dites-le moi sur le chat si vous avez vu passer ce truc-là, mais je ne sais plus où c'était, mais il y a une des mamans d'un de nos meilleurs pilotes français qui ne regarde quand on dit c'est bon, ça s'est bien passé. Et là, elle regarde en toute détente. Alors que là, c'est différent. Sandrine, elle regarde quand même. Elle veut savoir en direct ce qui se passe. Oui. Et puis en plus, je crois qu'elle pose plein de questions. Alors c'est toi qui étais avec elle en bord de piste, mais elle aime être avec les mécanos devant les écrans et devant la ligne droite. Mais je pense qu'elle ne se rend même pas compte quand est-ce que c'est moi qui passe. Elle ne doit pas faire la différence. Elle est passée. Faut que tu t'habilles en jaune fluo, tu vois. Déjà, je suis en rose, c'est pas mal. Dire, déjà, on te voit bien. Hein. Déjà, franchement, je trouve que je fais des efforts au niveau visibilité. Et elle a été maligne parce qu'elle a pris le numéro 4. Et comme la championne du monde n'est pas là, c'est elle qui a le premier numéro. D'ailleurs, pour quelle raison le numéro 4 ? Numéro 4, pourquoi numéro 4 ? Déjà, c'est mon numéro préféré, tout simplement, mais parce que je suis née le 14-04, du coup, aujourd'hui, puis qu'on est 4 dans ma famille, et puis voilà, pour toutes ces petites raisons superstitieuses. C'était pas le 4 l'année dernière ? Si, c'était le 4 aussi. Il n'y a pas eu le 414 414, c'était mon tout premier numéro de course, du coup, quand j'avais le droit aux 3 chiffres. Et oui, parce que 14. Voilà, et je t'aurais pu faire 144. Ou 314. Oui, mais à l'époque, mon ex-petit copain faisait du cross et était numéro 403. Donc, je m'étais dit, OK, moi, je serai 414 alors. C'est beau. Ça a commencé comme ça. C'est beau. On est passé vite fait, mais on n'a pas parlé de Toprak et de la pluie. Tu vas passer là-dessus, mon cher ami. Heureusement qu'il y a eu la pluie, la piste mouillée, parce que du coup, il a gagné la course sprint, qui était d'ailleurs assez intéressante. Mais le reste du temps, là, il a terminé très loin. Il a fait de la peine. Le deuxième peloton l'a rattrapé sur la fin de course. Et il s'est fait passer sur la fin. Il fait 8e, Toprak. Alors après, lui et Van der Mark ont fait le mauvais choix le pneu. Mais là, heureusement que quelque part, son grand rival a cassé 2 fois. Parce que ça, c'est l'info du week-end. La Ducati, elle a cassé le matin en course sprint sur la fin. Et alors là, il était furieux d'ailleurs. Hein. Il était déjà furieux une première fois. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de tempérer quand tu es arrivé. On peut expliquer. Tu étais agacé mais en relativisant ce que tu as entendu de la Formule 1 tout à l'heure, avec le volant en moins, tu peux relativiser maintenant finalement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On mélange un peu tout, mais c'est vrai que alors, nous, on a eu 2 courses en championnat du monde féminin, dont une qui s'est bien, on va dire la race numéro 1 qui s'est bien passée, où je suis partie 12e de la grille, donc c'était une bonne position, pour moi jusqu'ici en tout cas, et où je termine 9e, donc dans le top 10, pas mal. Et après, dans la course d'hier, le but était vraiment du coup, de faire mieux, parce que je pouvais faire mieux, mais c'est vrai qu'on était allé un peu au bout des réglages, on s'attendait pas, enfin même moi la première, je m'attendais pas finalement à faire un bon résultat comme ça, rouler en tout cas aussi vite en termes de chrono. Et hier à la course, panique à bord. Comme disait Rémi, il y a eu de la pluie. Mais ouais. Donc, ça t'aime pas la pluie? J'adore la pluie. J'adore la pluie, sauf qu'on est arrivé du coup en grille, donc mise en grille en pneu pluie, et moi on fait le sighting laps. Au bout du sighting laps, j'arrive et je dis voilà l'équipe, on change, on met les pneus secs. Ça sèche vite. Ça sèche très vite. J'avais regardé du coup le Superbike juste avant, qui avait des lignes qui séchaient, etc. Donc là, j'ai demandé à tout changer. Parce que les pneus ont été changés, mais il y a eu un peu de la confusion dans l'équipe, etc. Et pas les réglages. Voilà, les réglages, on a oublié de changer les réglages, donc ils étaient toujours en mode pluie, et donc j'ai fait toute la course sur le sec avec les pneus slick, avec des réglages pluie, c'est-à-dire que la moto était très 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 molle. Ouais, j'allais dire c'est pompe à vélo quoi du coup. Voilà, c'est ça, donc la fourche. Bravo, t'as fait 11e dans ces conditions-là, bravo. J'étais dégoûtée parce que je suis partie, donc j'avais été reclassée, j'avais fait un tellement bon chrono en race 1 que j'avais eu le droit d'être reclassée 8e sur la grille de départ pour la race numéro 2, ce qui est donc ma meilleure mise en grille. Et j'arrive au bout de la ligne droite, j'étais dans le peloton des 4-5 premières, et j'ai senti direct, j'ai voulu freiner, j'étais direct en butée. Et donc j'ai toute la course bataillée pour essayer de rester sur mes roues. J'ai même perdu l'avant à un moment donné, je sais pas comment j'ai fait une marque marquée, je sais pas comment on dit, mais j'ai repoussé avec mon coude, ça a raccroché, je suis repartie. T'as fait une Loris basse, t'as fait ce que tu veux. Ouais, voilà, c'est ça, mais j'ai été obligée de descendre de 3 secondes au tour, quoi, parce que je pouvais pas freiner. Quand je réaccélérais, ça pompait. J'étais en réglage pluie sur du sec, voilà, vraiment, clairement. Et donc, je termine la course 11e, alors en m'étant un peu battue sur les 2 derniers tours, parce que vraiment, du coup, j'avais descendu de rythme, et du coup, j'étais passée même 12, je suis descendue, je crois, 12, 13, peut-être, non, 12, avec une autre Française et une Américaine, Mallory Dobbs, que je savais que je roulais plus vite, puisque j'avais moi-même descendu mon chrono volontairement de 3 secondes. Donc, je les ai reprises sur la fin, mais c'était assez frustrant, du coup, quand même, de passer cette ligne d'arrivée. Alors, même si 11e l'année dernière, j'aurais sauté au plafond, j'aurais été heureuse. Ah, mais là, quand tu sais que tu peux faire 8 ou 7, c'est ça. Voilà, et puis surtout, j'étais bien partie, j'étais dans un beau peloton, et donc c'est le moment où, quand il y a tout qui est aligné, on a envie de prouver à soi-même, évidemment, mais de prouver à tout le monde, voilà, de montrer qu'on est capable, et ça y est, qu'on est là, et qu'on a compris comment ça marchait, comment ça fonctionnait, et que voilà, on n'a pas toujours les bonnes conditions. Parfois, c'est un circuit qu'on aime bien, parfois, c'est un circuit qu'on n'aime pas, et là, en l'occurrence, tout allait bien, et donc parfois, évidemment, c'est un travail d'équipe. Donc, parfois, c'est le pilote qui ne va pas. Parfois, c'est l'équipe, on se trompe l'un et l'autre. Et donc, effectivement, j'ai été très frustrée. J'ai assisté en direct et je connais maintenant le caractère d'Émilie Bondy. On se serait cru chez Et en plus, j'ai discuté après avec tous les 2 Italiens de ton équipe qu'on va citer. Ils ont fait rouler Maxime Berger, plein de Français. Ils sont pas mal. Mais le tempérament. C'est vrai que je suis arrivée. Alors, j'ai pas crié évidemment, mais je suis arrivée. J'ai dit bike shit, bike. Là, attention, il y a Momo qui écoute. On n'a pas le droit de jurer. Non, mais j'ai dit wet setting. J'ai dit les gars, vous m'avez mis les settings de wet, c'est pas possible. C'était inroulable et ils ont regardé, ils ont fait oh là là là. Ah oui, donc vraiment, ils étaient même pas conscients qu'ils avaient oublié. Non, 5 ou 6 heures après, il y a un des mécanos qui t'a envoyé encore un message, plus ou moins en s'excusant, disant oui, évidemment. Moi, je ne peux que les excuser parce que ils ont fait un travail de fou tout le week-end. On a bossé ensemble. Voilà. Et t'en feras des conneries de pilotage où eux exactement. Font le taf, je suis tombée encore la semaine dernière. Moi-même, je suis tombée à la. Parce qu'elle roule blessée. Elle a commencé ses 2 saisons de championnat du monde blessée. Et les 2 à la cheville, mais pas la même. Et là, je suspicion, j'étais chez le kiné juste avant, suspicion peut-être que de m'être recassé le talus. C'était pas exact, la dernière fois, tu étais venu. Si. Arrête de revenir. Hein. Mais bon. Attends, il y a une fois où tu es venu, où c'est Donald qui était en béquille en rentrant. Alors, on était tous les deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous faites moi, je me suis jamais remis de la cheville. J'ai encore mal. Non, me dis pas ça. Non, mais ça m'a pas empêché de rouler en toute honnêteté, en toute transparence. J'ai pas forcément eu mal. Oui, c'est plus au quotidien. Voilà, mais c'est vrai que depuis ma chute de vendredi, j'ai un peu mal, surtout quand je marche, mais sur la moto, ça ne m'handicape pas, donc voilà. Bon, Émilie, par rapport à l'année dernière, comment se passe cette saison ? Tu les vois, les progrès ? Comment ça se passe, ta carrière de pilote dans ce championnat du monde World WCR ? Pour être transparente, j'avais franchement peur.
J'étais assez stressée, j'avais peur de ne pas être au niveau. On sait très bien, si à partir du moment où on s'arrête de progresser, il n'y a plus rien qui suit, ni les sponsors, ni les championnats, ni rien. Donc j'ai vu tous les noms sur cette grille et je me suis dit, ça va rouler très vite cette année quand même. Il y a quand même beaucoup de nouveaux noms. T'as Herrera, t'as Neila, t'as pas mal de... Même Jones, même Ponziani, Lewis, la nouvelle néo-zélandaise. Il y a la Riviera aussi quand même, qui est quand même la championne européenne en titre. Sauf qu'elle a été disqualifiée la première course. Oh, mais elle est quand même championne. Non, mais ça d'accord. Parce qu'elle a gagné les 2 courses. Neila a gagné les 2 courses. Neila a gagné les 2 courses, mais elle a été déclassée de la première. Pourquoi ? La première, parce qu'on parlait tout à l'heure des track limits. Elle a franchi au dernier virage, donc lors du dernier tour, un track limit. Et donc, elle a été déclassée directement. Voilà. Pour un seul virage ? Ouais, pendant le dernier tour, c'est la règle. C'est fatal. Ça m'est arrivé aussi l'année dernière, j'ai perdu une place comme ça. Mais donc, c'est violent quand même. Hein. Ouais, c'est violent, c'est sûr. Mais elle le savait et elle a pris sa revanche le lendemain. Donc voilà. Donc oui. Mais voilà, pour revenir à ta question, je me sentais assez stressée, j'avais peur de ne pas être au niveau et j'ai été moi-même en fait surprise. Et je pense que je manquais honnêtement de confiance, d'expérience. Alors j'en manque toujours et voilà, il en faut encore. Mais d'avoir pris conscience que je savais me battre dans le top 10 largement et pourquoi pas faire mieux, ça me donne encore plus les crocs, ça me donne envie. Ça a donné aussi beaucoup envie à l'équipe qui n'avait pas forcément misé ses billes là-dessus. Et parce qu'il y a 3 pilotes, t'as 2 coéquipières cette année. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils avaient plutôt misé leur bille sur Jessica, qui a eu du mal ce week-end, Jessica Oden, qui est donc une Sud-Africaine, et qui se sont peut-être rendus compte à l'issue de ce week-end qu'en fait, ils en avaient une deuxième qui avait qui avait le potentiel en tout cas de faire quelque chose d'intéressant. Et qui est française. Qui est française et qui... ça donne beaucoup d'espoir et c'est hyper motivant. Et puis ça te rassure aussi en fait. Ça représente combien de courses ce World WCR par rapport au World Superbike normal ? C'est toutes les courses ou c'est que juste 5-6 sur 12 Ouais, 6. Voilà. Ce qui est déjà énorme. Donc alors 12, on a 2 courses par week-end, mais ça fait en gros 6 week-ends. Et vous restez sur une zone géographique européenne où ça va taper de l'Asie de toute façon, cette année, une fois qu'on a fait Phillip Island... On espère aller ailleurs, on est qu'en Europe. Donc on ne va pas à Istanbul. J'ai posé la question à Toprak et à Kenan là, en conférence de presse. Juste, je suis quand même content de voir, 24 heures après, combien tu as évolué dans ton discours. Parce qu'hier, on avait du mal à te faire positiver. Quand elle est arrivée, je lui ai dit, mais là, tu es quand même top 10, tu as marqué 12 points. Il n'y a pas un week-end, je pense, la dernière où tu as marqué 12 points sur le week-end. J'ai marqué quasi autant de points en un week-end que... j'ai marqué la moitié des points que j'ai marqués sur la totalité de l'année dernière. Wow. Et elle n'était pas contente, elle était furieuse. Ouais, mais c'est bien, c'est la bonne technique. Et je lui ai dit, mais là, tu es dans la cathédrale d'Assen, on considère que c'est le juge de paix pour les pilotes masculins. C'est la première fois de l'histoire, d'ailleurs, en 100 ans qu'ils ont fait une course féminine. Je dis, mais là, mais bravo, c'est compliqué. Et elle l'a trouvé facile, la cathédrale d'Assen. J'ai pas trouvé ce circuit très difficile en toute honnêteté. C'est un circuit avec beaucoup de vitesse. Pour moi, il y a vraiment 2 pain points où il faut être bon. Et après, le reste, il n'y a pas de virage vraiment difficile. Il n'y a pas de difficulté. C'est qu'il faut garder le flow, tu vois. Et pourtant je dis ça, et pourtant je suis vraiment mauvaise à Jerez, qui est aussi un circuit où c'est un peu la même chose. Il faut garder un flow. Mais c'est pas des circuits qui se ressemblent. Maintenant, du coup, je peux le dire, je connaissais pas. Voilà, j'ai pas trouvé ce circuit très difficile. Par contre, très beau circuit. Ah bah ouais, c'est ça. Très beau circuit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de la saison ? Non, on n'est clairement pas en début de saison, mais là, du coup, tu disais que tu as marqué des points sur Assen, plus que ce que tu avais pu faire jusqu'à présent. C'est de bon augure pour ce qui arrive derrière. C'est que ça avance bien comme il faut. Je vais rester assez simple et j'ai toujours dit qu'en 2025, je pense que si je fais top 10 mondial à la fin de l'année, c'est bien. L'année dernière, on a fait top 15. Top 10 cette année, ce serait bien. Bien sûr qu'au fond de ma tête, j'ai d'autres choses, mais je les garde pour moi parce que on n'est jamais sûr. Aujourd'hui, j'étais très forte à Assen. Peut-être que demain, je serai moins bonne à Cremona. Donc, et là, au niveau du général, sur le temps 10e. 10 top 10, faut maintenir. Top 10 déjà, le papier est rempli. Surtout que, toi qui es beaucoup sur les réseaux sociaux, figure-toi, quand on est dans le top 10, les 10 premiers ou premières apparaissent sur le tableau. Donc pour la première fois... Oui. La 11e, Tintin. C'est toujours pareil. Hein. Mais la 10e, elle y est. C'est bien. Donc on a une Française dans le top 10 dès le premier week-end du championnat du monde, et ça fait plaisir. Nickel. En tout cas, on te souhaite de performer comme ça, de continuer. On suivra ça sur tes réseaux, Émilie Bondy. Parce que c'est vrai que tu as plein de contenu, c'est toujours très intéressant, donc c'est cool. J'essaie aussi d'apporter quelque chose de nouveau et de différent au contenu moto qu'on a habituellement. Je suis quand même une fille, je suis parisienne et je suis assez féminine et j'essaie d'apporter ça à ce sport, de la féminité. Et c'est pas pourtant que je suis pro-féminine, mais un sport où tu as une nana avec les cheveux longs, avec tout ce qui va avec, qui aime autant le gloss et les talons aiguilles que les pneus et l'asphalte.
Et donc j'essaie de le partager à bloc sur les réseaux sociaux. Grâce à Thomas, on va lui rendre hommage. Oui, grâce à mon photographe et vidéaste qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui et qui m'aide beaucoup à prendre du contenu de qualité. Je pense que c'est hyper important d'apporter un contenu de qualité et pas juste de temps en temps des vidéos à l'iPhone et tout, ça fait l'affaire, mais d'avoir du contenu professionnel, c'est ça qui fait la différence aussi sur les réseaux sociaux. Si tu prends un R1, tu prends 3.10 sur le périph'. Oui, ça fait des vues. Oh là là, ne lui dis surtout pas ça. Bah quoi? C'est des très bonnes mauvaises idées. Exactement. Je suis toujours là pour ça. C'est Rodolphe qui est toujours pas très loin de moi. Là, c'est assez. Voilà, c'est le démon qui est toujours pas loin, même si aujourd'hui je suis calme. Et voilà, c'est important. Merci Émilie, c'était un plaisir de t'avoir sur RS. La prochaine fois, franchement, on avait dit que la prochaine fois, tu auras des bonnes nouvelles pour la suite de ta carrière. C'est le cas. À chaque fois que je reviens avec des bonnes nouvelles. Exactement. On espère que la prochaine fois, il n'y aura pas de cheville. Si je reviens avec une autre cheville, mais qu'avec des bons résultats, écoutez, la partie du jeu. Eh ben alors on signe pour ça. Merci, Émilie. Et maintenant, elle va à son dîner d'anniversaire. Ah bah oui, évidemment, j'espère bien. En plus, elle a réservé Ronald McDonald de Beaugrenelle. Et tout le monde l'attend, évidemment. Avec le nez rouge. Merci, Émilie. Merci, Anthony. Merci, Rémi. Et puis, nous, on se retrouve du coup, pas la semaine prochaine parce que c'est Pâques, c'est férié et que c'est compliqué. On mangera du chocolat. Exactement. P1 sur les chocolats. En tout cas, la semaine d'après, ce sera le 28 avril. Ce sera toi qui sera à la présentation, mon cher Anthony, parce que moi, je serai très très loin. Ça ne m'empêchera pas de vous regarder. Tu seras où? Loin, vraiment. Voilà. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, il est 20h16. Ouais, en fait, on n'est pas du tout en direct. Attends, rien que pour ça, je vais prendre le chat pour dire ce qui s'est dit les dernières, parce qu'ils vont pas me croire. Ils vont dire, du coup, ils racontent que de la merde. En direct, il est 20h16. Voilà. Il y a Soumia21 qui dit bonjour Spider-Man. Voilà. Il dit ça tout à l'heure. Alors que c'était Iron Man, tout le monde le sait. C'est Iron Man. Non, mais c'est parce que je fais de la course Iron Man. Ah, mais sur PS5. Il mélange tout. On comprend plus rien. C'est ça, on ne comprend plus rien. Bon, en tout cas, bonne soirée cette fois, je ne me trompe pas. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et bonne année 1912. Exactement. Et bon anniversaire, Émilie. Merci.